Noirlac, prestigieuse abbaye cistercienne, à quelques kilomètres au sud de Bourges, dans le Cher. C'est en 1136, date transmise par la tradition, que 12 premiers moines vinrent se fixer dans ce lieu naguère désolé. Ils venaient de Clairvaux, sous la conduite de leur abbé Robert, proche parent de Saint Bernard. Et c'est ce même Saint Bernard qui leur avait insufflé cette foi ardente ce goût de l'austérité et aussi de la contestation. Contestation qui visait principalement leurs frères clunisiens, amollis selon eux dans le luxe et accordant une trop grande place à l'art, à la sculpture, aux riches étoffes. C'est pourquoi lorsque les jeunes moines ont à dessiner les plans du nouveau monastère, ils le font avec une économie de moyens et une rigueur particulièrement sévère. Mais c'est de cette sévérité que va naître la beauté. Entrons dans l'église et constatons que l'intérieur de l'édifice est à l'image de l'extérieur. Son plan est d'une beauté austère. Conforme au modèle de Clairvaux et de Fontenay, l'abbatiale de Noirlac répond fidèlement au plan en croix et n'utilise que la ligne droite. Il comprend une nef, 2 bas-côtés, un transept à peine débordant et un chevet plat. Pas de figuration. L'édifice donne une impression d'unité, renforcée par la nudité de son appareil de pierre soigneusement taillé. Ici, on reconnaît la philosophie de Bernard, absence de décor poussé jusqu'à l'extrême, utilisation du pilier mûr, colonnes tronquées. Tout est fait pour détourner de cette abbaye les âmes à la recherche d'émotions sensibles et que l'art baroque, à la différence de l'art roman, saura satisfaire. Mais ce parti pris a sa justification. Ses créateurs visent plus haut que l'émotion. Pour eux, l'architecture doit avoir une partie métaphysique. Qu'est-ce que Dieu, disait saint Bernard? Il est longueur, largeur, hauteur, profondeur. Étonnante définition qui rend compte des volumes de l'Église, mais refuse toute représentation plus concrète. À cette première définition, il faut ajouter une seconde, celle qui concerne l'au-delà. Ainsi, Noirlac suscite une méditation profonde pour tous ceux qui s'en approchent et se laissent gagner par sa leçon exigeante. Sortant de l'église, nous découvrons le cloître. Il est au cœur du dispositif. Là, les moines se retrouvent après l'office. Là encore s'ouvrent les différentes salles, salles capitulaires, chauffoirs, mises à leur disposition pour la communauté de leur vie de tous les jours. Voûté d'ogives sur plan carré, ce cloître présente de larges arcades aux remplages complexes formés d'une quadruple arcature et d'un tympan évidé. Tant de soins pour la décoration d'un simple cloître prouvent la valeur et le sens qu'il avait pour ses constructeurs. Car au-delà de son caractère utilitaire, ce monument revêt une dimension mystique. Carré, il est fait pour la méditation et les processions, mais il est aussi carré comme la cité céleste. Saisissante beauté de ce cloître, ses arcatures défilent épousant le rythme de la marche et de la prière. Ce cloître exceptionnel nous est parvenu grâce aux patients efforts de conseillers généraux du Cher qui l'ont sauvé de la ruine et du déclin où l'avait précipité une manufacture du XIXe siècle. Didier Van de Porte nous en parle. Noirlac n'a plus de moines depuis la Révolution française. Il en restait seulement 5 en 1791 sur ce site. Et donc cette abbaye a continué à vivre économiquement. Donc au XIXe siècle, sur le site, nous avons eu une usine de porcelaine, une manufacture. Et aujourd'hui, ce site vit grâce aux visiteurs. Noirlac a environ 40 000 visiteurs à l'année qui viennent découvrir ce site. Donc grâce à Saint Bernard, grâce aux cisterciens qui nous ont laissé un patrimoine grandiose,
Aujourd'hui, ces visiteurs viennent en connaisseurs. Il y a vraiment une grande évolution du côté du visiteur et du touriste qui apprécie bien sûr cette architecture sobre du cistercien. Mais au XIIe siècle, cette abbaye était très contemporaine et aujourd'hui, grâce à ces visiteurs que nous avons sur le site, avec les expositions, les concerts, ce site vit encore. Du cloître, nous passons à la salle capitulaire, qui était le centre spirituel de la communauté. On y élaborait le programme du jour. On y tenait des audiences où les moines faisaient confession publique. L'architecture rend compte de l'importance de cette salle et de l'organisation de la vie monacale. Ainsi, l'espace rectangulaire est conçu en 2 nefs formant 6 travées voûtées d'ogives, dont les retombées sont supportées au milieu par des colonnes médianes. La salle s'ouvre largement sur le cloître par de grandes arcades dont l'élégance n'est pas à démontrer. De cette salle capitulaire, on passe à la salle des moines. Cette salle a été convertie en chauffoir au cours du XIIIe siècle par l'adjonction de l'unique cheminée du monastère. Ce local accueillait principalement les malades, à qui était concédé un peu de confort, plus la chaleur dont ils pouvaient bénéficier leur était donnée une nourriture plus riche avec des œufs et de la viande, à l'exception de la volaille strictement prohibée. Mais en plus des malades, étaient admis dans ces lieux les moines plus intellectuels qui venaient s'instruire et méditer sur les manuscrits mis à leur disposition et gardés précieusement dans l'armorium. La salle a conservé ses dispositions originelles. Elle a gardé en particulier sa voûte d'arête qui retombait sur des chapiteaux à peine épanelés. Plus spartiate était le dortoir. Il ne comportait pas de lit, tout juste de simples paillasses, les moines disposaient d'une couverture et d'un oreiller rustique. Ils se dévêtaient rarement, vrais croisés de Dieu contre le démon. Ils étaient prêts à descendre à l'église à la moindre alerte. La salle qui les accueillait a retrouvé à peu près, après restauration, son aspect originel. Elle s'enorgueillit d'une belle charpente en carène renversée du meilleur effet. Du dortoir, on passe au réfectoire, où les moines avaient l'habitude de se retrouver pour leur premier et vrai repas de la journée. Chacun trouvait à sa place son couvert mis et du pain bis en abondance, avec un pot d'eau ou du vin coupé d'eau. L'architecture du lieu a conservé le parti pris d'austérité. La grande salle, particulièrement élégante, est couverte de 8 voûtins sur croisées d'ogives, dont les retombées prennent appui sur une file de colonnes médianes. Elle est largement éclairée par 4 hautes lancettes. La restauration récente a permis de retrouver la chair du lecteur. Tel est ce lieu particulièrement sévère et qui restait néanmoins convivial. Terminons par le cellier. Cette salle a une vocation plus humble que ses sœurs plus prestigieuses, mais elle exprime elle aussi la philosophie cistercienne. Que ce soit les pressoirs ou les forges, les moines manifestent leur habileté et sont même en avance sur leur temps. Car à côté de la prière et du repos, le moine cistercien consacre un temps non négligeable au travail. Dès 7 heures du matin, il quitte la robe de service, appelée coule, pour revêtir son scapulaire et se consacrer à la tâche qui lui a été désignée. Mais rectitude de mœurs n'exclut pas l'ingéniosité et l'idée de progrès. Noirlac, une architecture de la rectitude pour soutenir une discipline ascétique. Les murs sont nus, sans aucun décor. Le silence entre les psalmodies est absolu, mais la lumière irradie. Par ce silence, par cette simplicité, nous nous transformons, avançant de clarté en clarté, écrit un moine de l'époque.